il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose. L'art et la matière. Une émission. L'art découvert au milieu du XIXe siècle, que l'on appelle l'art préhistorique, fut un coup de tonnerre dans le monde, dans l'esprit des artistes. Un coup de tonnerre qui a eu des conséquences immenses sur la création et des conséquences immenses sur ce que nous pensons de l'homme et de ce que nous pensons de l'art. Au milieu du XIXe siècle, soudain, nous avons vieilli incroyablement de plus de 100 000 ans. Ce que nous avions imaginé être l'histoire de l'homme, 5000 ans peut-être, si l'on suivait les récits de la Genèse, tout d'un coup, à cause de quelques objets, à cause de quelques scientifiques, nous propulse dans une antiquité bien plus vaste et dans une complexité, quant à l'homme primitif, bien plus extraordinaire que ce que nous avons jamais imaginé. Une exposition rend compte de l'impact de ces découvertes sur la naissance de l'art moderne, comme si, au même titre que l'art africain, par exemple, sur l'œuvre de Picasso, eh bien, l'art dit préhistorique avait eu une influence, une ressemblance, une force qui était inspirante pour tous les artistes du XXe siècle. Et bien cela, une exposition nous en fait part, c'est Préhistoire, une énigme moderne au Centre Pompidou. Elle vient de commencer, elle a été réalisée sous la direction de Cécile Debray, Rémi Labrusse et Maria Stravinaki. Et pour en parler, j'ai la chance de recevoir l'une des commissaires de cette exposition, Cécile Debray. Comment allez-vous ? Très bien, merci Jean. Et nous sommes accompagnés également par Emmanuel Guy, préhistorien et historien d'art. Emmanuel, vous allez bien ? Fort bien. Alors Emmanuel, vous êtes un préhistorien évidemment célèbre, vous venez de sortir un livre important qui s'appelle ? Ce que l'art préhistorique dit de nos origines. Il est sorti chez Flammarion, il est passionnant parce que il présente une idée de la hiérarchie sociale à l'intérieur de la préhistoire qui est totalement surprenante et totalement moderne. Cécile Debray, nos auditeurs vous connaissent bien, vous avez réalisé de nombreuses expositions très célèbres sur Matisse, celle sur Marcel Duchamp qui a fait Flores et qu'on considère comme une exposition déterminante, également récemment celle sur Franz Marc et Macke, qui est encore en ce moment à l'endroit que vous dirigez, qui est le musée de l'Orangerie, et vous avez eu envie de faire cela avec vos collègues au Centre Pompidou pour marquer la naissance de l'art moderne, comme si il y avait une référence oubliée. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est une longue histoire. Alors déjà, la préparation de l'exposition, ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus. Et en réfléchissant à la manière dont l'idée est apparue, je pense que ça s'inscrit dans une évidence, mais qui est marquée en filigrane, en fait, dans l'histoire de l'art moderne. Et s'il fallait un peu schématiser, on pourrait partir de l'exposition universelle de 1867, où sont présentés les premiers artefacts préhistoriques, comme la Vénus impudique, ces magnifiques objets qu'on présente dans l'exposition, en passant par l'exposition du MoMA, avec les relevés pariétaux faits par Frobenius et qui sont mis en relation avec Miro, Alors Picasso. Le MoMA, c'est le musée d'art moderne de New York, donc qui est le premier à avoir fait une exposition sur ce grand sujet. C'est Alfred Barr qui met tout de suite en lien les artistes modernes et l'art préhistorique, en passant, et n'y voyez pas de flagornerie, mais l'exposition que vous avez faite sur Forme simple, qui est aussi une manière d'évoquer cette question en art contemporain, mais même dans une perspective assez large sur ces questions de forme primordiale qui apparaissent. Et je pense qu'on a senti l'intérêt, en tout cas, de voir peut-être rassembler un petit peu toutes ces différents jalons dans une approche peut-être un peu générale d'histoire de l'art qui essaie d'ordonner un petit peu de manière historiographique ce qu'a été finalement la concomitance entre la construction d'une discipline et même d'une invention qui est celle de la préhistoire, quand on réalise que voilà, on a des origines qui sont bien plus anciennes que ce que l'on
qu'on a imaginées, et la construction de l'art moderne. Et ça, c'est totalement contemporain. Et c'est c'est cet entrecroisement, ces deux cheminements qu'on essaie d'expliciter dans cette exposition. Alors Emmanuel Guy, puisque vous avez vu l'exposition hier, vous avez rencontré des chefs-d'œuvre que vous connaissez très bien, qui sont tous les grands chefs-d'œuvre de la préhistoire. Et d'ailleurs, c'est un tour de force d'avoir rassemblé ces grands chefs-d'œuvre, ces œuvres essentielles pour la construction de l'humain, si je puis dire. Et vous les avez vus mêlés à des œuvres contemporaines, à des œuvres modernes et contemporaines. Les noms de Giacometti, Henry Moore, Picasso et beaucoup d'autres surgissent au fur et à mesure de notre parcours, Smithson jusqu'à Pennon et d'autres, Paul Klee. Est-ce que vous avez eu l'impression que les uns et les autres dialoguaient ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je trouve que l'exposition a aussi ce charme. Vous évoquiez l'exposition de Barre. Dans mon souvenir, les choses n'étaient pas totalement mélangées. Barre, c'est le musée d'art moderne. Voilà, l'exposition du MoMA, début des années 30, dans mon souvenir. 37, et voilà. Et en fait, les choses étaient volontairement rapprochées, mais il y avait encore cette pudeur, on va dire, qui consistait à les séparer spatialement. Et là, vous allez loin. Enfin, justement dans le rapprochement. Et oui, c'est extrêmement étonnant, stimulant à maints égards. Il y a des choses qui sont très parlantes, peut-être d'autres moins, mais il y a là vraiment matière à rencontre. Et je dirais aussi pour le préhistorien que je suis. Bon, j'ai appris des choses. Enfin, il y avait beaucoup de choses que j'ignorais, notamment l'intérêt de certains artistes où je ne supposais même pas qu'ils aient eu vraiment un goût très prononcé pour l'art préhistorique. Mais je trouve aussi que ça résonne. Enfin, ce qui est très très fort dans l'exposition, c'est la manière dont les œuvres paléolithiques vivent bien à l'intérieur de tout ça. Et voilà. Et pour moi, ça ne fait que renforcer encore une fois cette idée qu'il y a dans cet art particulièrement une recherche esthétique extrêmement forte et qui fait aussi toute sa modernité. Emmanuel, est-ce que je peux vous poser une question de plus pour vous demander de préciser quelque chose ? Au fond, quand on voit l'exposition, on est enchanté, je suis enchanté de voir que telle sculpture de Picasso et telle sculpture d'une Vénus italienne se parlent, se commentent l'une l'autre, font l'affaire d'un style qui n'est pas imitatif l'une de l'autre, mais se rencontrent dans la recherche essentielle de la signification de la féminité, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que ces œuvres préhistoriques sont faites par des artistes? Oui, je pense que non seulement on peut le dire, mais il faut le dire. Il faut le dire. C'est un point tout à fait essentiel. Vous allez peut-être vous brouiller avec toute votre communauté, non? C'est pas, ça ne date pas totalement d'aujourd'hui, donc j'assume totalement. Non, je vais pas me brouiller. Bon, c'est une position qui s'explique, qui se défend. Je pense que c'est un point qui est vraiment très important. Et encore une fois, je trouve que le grand mérite. Je parle encore une fois du point de vue de la préhistoire. Il y a beaucoup de points de vue à avoir avec cette exposition, mais je pense que du point de vue de la préhistoire, il y a vraiment là un grand mérite, qui est la manière dont effectivement les œuvres paléolithiques sortent réellement, enfin, apparaissent réellement comme des œuvres, et elles ont été faites réellement par des artistes. Il faut le savoir. C'est-à-dire que je pense que les raisons aussi de cette correspondance très forte et de cette fascination très forte des artistes modernes pour la préhistoire est liée au fait qu'ils ont vu dans ces représentations des choses qui étaient déjà extrêmement sophistiquées, extrêmement élaborées, et que ça, évidemment, ça leur Quand vous dites des artistes, vous ne voulez pas dire des gens doués, vous voulez dire des artistes de métier. Vous voulez dire que ce sont des professionnels. Absolument, vous avez raison de préciser ce point, puisqu'on parle d'art, on parle d'artistes assez facilement. Là, je pense effectivement, en tout cas moi, la thèse que je défends, c'est que le niveau de savoir-faire, de maturité, d'intelligence artistique est tellement élevé à cette époque, et dès le début, dès les origines, on le voit très bien avec la grotte Chauvet, que on ne peut pas imaginer que les gens qui ont réalisé ces peintures ou ces sculptures n'étaient pas des gens excessivement entraînés. Et donc, si vous voulez, cette question de l'entraînement, on pourrait aussi parler du caractère naturaliste de cet art qui pose question, qui n'est pas du tout innocent. Mais je dirais que déjà, au simple stade du travail, du métier, de l'entraînement, ça pose la question de gens spécialisés, donc d'une hypothétique forme de division du travail. Et donc, ça a des implications, si vous voulez, sur l'organisation sociale de ces groupes. C'est-à-dire que il a fallu des conditions très particulières
pour permettre aussi l'éclosion de cet art. Et ces conditions particulières, il me semble, c'est déjà celles de structuration, si ce n'est hiérarchisée, mais déjà assez stratifiée. Alors on reparlera de cet aspect-là parce que c'est évidemment très important, mais donc nous sommes vers 1860, 1870, etc. Bientôt, le Napoléon III va ouvrir le musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye. Ça va être un événement important qui va recevoir les collections de Piette, de Lardet, de Boucher de Perthes, donc les grands proto-préhistoriens, si je puis dire. Et les artistes vont s'y intéresser tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous sentez le goût, la curiosité des artistes? Est-ce qu'ils vont aller voir les grottes? Est-ce qu'ils vont aller voir les objets? Ça commence comment, cette fascination? Cécile Debray. On imagine, parce que c'est difficile d'aller, on a retrouvé des sources, on imagine bien que la sidération qui a pu saisir, je dirais, l'ensemble de la communauté intellectuelle, des amateurs, a été partagée par les artistes. Donc il y a déjà un climat culturel qui est évidemment celui d'une fascination, d'une sidération, d'un débat, puisqu'en fait, autour, par exemple, de la découverte du plafond d'Altamira, il y a un véritable débat théologique, débat philosophique sur le fait que cette œuvre soit Il y a eu 25 ans, il y a eu 25 ans d'hésitation pour savoir si c'était un paysan qui avait fait cela ou un grand artiste. Exactement. Entre 1874 et 1905, grosso modo, on a hésité. Parce qu'évidemment, c'est une révolution copernicienne. C'est vraiment... Il y a une sidération par rapport à la découverte d'origines extrêmement lointaines qui ne sont plus les origines bibliques ou celles de l'histoire qui est bornée par l'Antiquité, mais une histoire qui est beaucoup plus ancienne et qui s'accompagne en plus d'une révélation également sur la nature, un regard sur la nature, sur la géologie, sur le vivant, et c'est pourquoi on ouvre en fait le parcours moderne avec Cézanne qui est sans doute l'un des premiers artistes modernes à sentir cette question du temps long à travers la géologie. Donc la question de la stratigraphie se retrouve dans ces paysages de Sainte-Victoire. C'est vrai que c'est une des grandes surprises, c'est que Cézanne, vous le citez, mais à la fin de l'exposition, il y a aussi des artistes romantiques allemands, Carus, Friedrich, ne sont pas tous là, mais évoquent cette question de la fascination pour le temps, le goût des abîmes. Mais je voulais vous faire écouter d'abord Honoré de Balzac dans La peau de chagrin, en 1931. Vous êtes-vous jamais lancé dans l'immensité de l'espace et du temps en lisant les œuvres géologiques de Cuvier? Emporté par son génie, avez-vous plané sur l'abîme sans bornes du passé, comme soutenu par la main d'un enchanteur? En découvrant de tranche en tranche, de couche en couche, sous les carrières de Montmartre ou dans les schistes de l'Oural, ces animaux dont les dépouilles fossilisées appartiennent à des civilisations antédiluviennes, l'âme est effrayée d'entrevoir des milliards d'années, des millions de peuples que la faible mémoire humaine, que l'indestructible tradition divine ont oublié et dont la cendre entassée à la surface de notre globe y forme les 2 pieds de terre qui nous donnent du pain et des fleurs. Cuvier n'est-il pas le plus grand poète de notre siècle? Notre immortel naturaliste a reconstruit des mondes avec des eaux blanchies, a rebâti comme Cadmu des cités avec des dents, a repeuplé 1000 forêts de tous les mystères de la zoologie avec quelques fragments de houille, a retrouvé des populations de géants dans le pied d'un mammouth. Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, on parle de l'exposition, nous parlons de l'exposition Préhistoire, une énigme moderne qui a lieu en ce moment au centre Pompidou. Et nous évoquons donc ces temps immémoriaux comme ça qui sont découverts dans la stratigraphie des terrains. Il y a même une gravure où l'on voit à un moment donné un archéologue en train de désigner une lame de laurier ou une lame, en tout cas un outil préhistorique, dans la couche même de la terre pour montrer, je vous prouve que c'est très ancien. Et à ce moment-là naît une théorie assez bizarre chez Cuvier qui est celle de l'intrusion. Comme si c'était par intrusion
un plissement géologique, que cela était passé en dessous et que c'était pas si vieux en fait. Vous vous souvenez de cela, Cécile Debray? Oui, il y a eu beaucoup de doutes, hein. de doutes, évidemment, d'interrogations, et donc ces débats sont très très présents dans la vie intellectuelle du début du XXe siècle. Pour les artistes, évidemment que la vulgarisation qui va se faire progressivement autour de la préhistoire avec des reconstitutions de villages préhistoriques où on essaie de mettre en scène la taille des silex, ou encore les premiers romans préhistoriques de Rosny Lesné, La guerre du feu, tout ça va évidemment contribuer à une diffusion de la préhistoire, mais sans doute de manière plus précise, ce sont évidemment les découvertes mobilières comme les Vénus paléolithiques qui vont frapper beaucoup d'artistes modernes. On pense à la découverte de la Vénus de Lespugg en 22. Quand on regarde les archives de Picasso ou celles de Giacometti, on sait, et on en montre dans l'exposition, on montre l'exemplaire de Giacometti, ils avaient dans leur atelier un moulage de la Vénus de Lespugg. Donc, ce qui montre bien leur fascination. Évidemment. Ils y trouvent des signes, ils y trouvent du sens. Voilà, et pour Picasso, c'est évidemment la question d'une sexualité primordiale qui le fascine, mais c'est également, pour reprendre un peu les interprétations des préhistoriens de l'époque, l'idée d'un art magique qui va l'intéresser beaucoup, de la même manière que De Chirico construit sa peinture métaphysique en investissant, je dirais, une sorte de projection préhistorique sur le paysage urbain de son époque. Donc, chez chacun de ces artistes qui sont issus, je dirais, des milieux surréalistes, avec une vogue de la psychanalyse, qui est une forme d'archéologie intime, ce rapport à la préhistoire est très très fort. Et c'est intéressant de voir que c'est une source aussi de l'inconscient. C'est une des découvertes simultanées. On découvre simultanément Absolument. L'inconscient, la préhistoire, l'inconscient de la vue avec Marais. Il y a une sorte Oui. de faisceau Oui. comme ça, Oui. très très curieux. Oui. Vous y voyez une relation, Emmanuel Guy? Oui, une relation un peu paradoxale en fait, pour tout vous dire. D'ailleurs, je suis assez frappé de voir que la manière dont les œuvres qui ont été particulièrement choisies, finalement, sont effectivement les œuvres qui renvoient le plus nettement à du symbolique, hein, ou à des choses quand même qui relèvent de la magie, du rite, etc. Alors même que, et c'est là où je pense qu'il y a quand même un paradoxe, c'est un art qui est... je ne peux pas dire qu'il n'est pas lié à des rituels, bien sûr, mais qui est très figuratif, très descriptif. Et donc, je pense qu'à certains égards, il ne se prête pas forcément... vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a quelque chose qui était peut-être pas formulé de cette manière-là, peut-être pas même perçu réellement comme une contradiction, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est une spécificité de cet art paléolithique et qui le différencie aussi beaucoup de ce qu'on a mis globalement dans l'ensemble, par rapport aux arts primitifs, dans l'ensemble du primitivisme, de l'intérêt pour les formes exotiques, etc. Emmanuel Guy, pardon de vous interrompre, mais ouais. au début, lorsque l'on a découvert ces œuvres-là, on n'a pas compris que dans une caverne, par exemple, ces œuvres étaient en relation les unes avec les autres, qu'elles composaient un récit ou un parcours. On les isolait, c'était presque le désir mimétique de l'enfant qui était exprimé par là. Absolument, absolument. Et on peut même dire que cette dimension naturaliste, figurative, très descriptive, est même à l'origine, on va dire, de la première grande explication proposée par les préhistoriens, qui essayait d'accorder leurs propos avec les idées du temps, hein, qui consistait à dire au fond, ces gens dessinaient très très bien, et en fait tout ça n'était qu'un loisir innocent. Oui, mais alors, là vous parlez en préhistorien, mais si on se place du côté des modernes, il y a évidemment la forme virtuose, hein, de ces œuvres préhistoriques qui est tout à fait frappante, mais il y a encore une fois cette sorte de sidération par rapport à une période avant l'histoire ou avant l'écriture qui laisse la place à toutes les projections possibles. Et donc quand Picasso ou Giacometti ou Henry Moore regardent ces œuvres,
il est évident, et d'ailleurs je crois que c'est l'un d'entre eux qui le dit très clairement, que au-delà de la beauté de l'objet, ce qui est très émouvant pour eux, c'est de retrouver une forme d'empathie avec un ancêtre extrêmement éloigné, et tout l'aura de mystère de ce passé totalement disparu et oublié, d'où j'imagine les projections magiques ou les projections un peu spirituelles autour de ces objets, parce que je vois pas comment le naturalisme de ces objets aurait pu être exploité par des artistes modernes qui sont en quête d'un renouveau. Absolument. Voilà, absolument, de leur, absolument. Non, de absolument, leur vous avez travail. tout à fait Voilà. raison. En fait, si vous voulez, je pense qu'il y a le naturalisme n'interdisait pas du tout. Hein. Il y avait suffisamment d'arguments, y compris même la grotte elle-même. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui permettaient totalement de nourrir l'imaginaire. Mais ce qui me semble en même temps important à noter, c'est que par rapport à d'autres traditions qui ont aussi alimenté les mêmes artistes, c'est vrai que là, on a affaire, malgré tout, Oui. vous voyez, La distinction voilà, avec absolument, et que d'ailleurs, je trouve expressions. frappant dans l'exposition même, finalement, de voir que c'est justement ce qui se prête le mieux au symbolisme, hein, enfin au symbolique, disons, et à l'interprétation et à la subjectivité, c'est-à-dire les Vénus, les mains, les effets de grotte, de matière, etc., qui ont été exploités. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas incompatible, mais voilà, il y a quelque chose de propre à cet art qui, à mon avis, fait originalité. Alors les premières choses que l'on découvre à ce moment-là, ça va être un os qui est là, un os de mammouth, un morceau de défense de mammouth, je crois, ou un os d'un mammouth, je ne sais pas si c'est un omoplate, ou sur lequel apparaît un mammouth, justement. Hein. Et donc là, tout d'un coup, la certitude qu'il y avait une contemporanéité entre les grands animaux et les hommes devient la preuve que l'homme ancien existe et qu'il était incroyablement conscient. Il y a quelque chose qui est très frappant dans l'exposition au début, c'est le caractère obscur, fruste qu'a l'homme préhistorique. Aujourd'hui, on sait que l'homme préhistorique fait du commerce, calcule le pas des étoiles, est capable de comprendre et d'analyser les saisons, le comportement éthologique des animaux. Enfin, le savoir est immense. Et on le représente tout de suite très fruste. Regardez, parlez-nous par exemple des premiers Odilon Redon. Oui. C'est-à-dire que on insiste beaucoup sur le fait que la préhistoire n'est pas un primitivisme, puisqu'il s'agit d'une distance temporelle et pas spatiale. Hein. On n'est pas dans des contrées lointaines, mais là c'est nos origines à tous. Mais il faut bien admettre que la vision de l'homme préhistorique a été très très mêlée à une forme de condescendance primitiviste qui en a fait un barbare. Et effectivement, il faudrait citer les peintures de Kupka, de Cormon, toutes ces représentations du 19e siècle. Qui sont très amusantes. Cormon, par exemple, il y a un très joli tableau de Cormon qui représente l'homme sauvage, comme exactement. ça, c'est très On amusant. montre aussi un film de Buster Keaton qui est assez drôle, hein, sur l'homme des cavernes traînant sa femme par les cheveux. Enfin voilà, on a toute la culture populaire autour de la préhistoire qui reflète effectivement cela. Mais il est quand même important évidemment que cette connaissance de la préhistoire a beaucoup évolué, mais je pense qu'il y avait quand même dès le début et de la part encore des modernes, le sentiment qu'on avait affaire à quelque chose de fondamentalement différent du primitivisme, de l'art africain. Et c'est ce trouble qui en fait un sujet à part, en fait. Et un sujet très attirant pour les artistes. Écoutons par exemple ce que dit Giacometti de sa rencontre avec les arts primitifs. Je me rappelle que pendant 2 étés au moins, je ne voyais de ce qui m'entourait qu'une grande pierre qui se trouvait à environ 800 mètres du village. Cette pierre et les objets qui s'y rapportaient directement. C'était un monolithe d'une couleur dorée, s'ouvrant à sa base sur une caverne. Tout le dessous était creux. L'eau avait fait ce travail. L'entrée était basse et allongée, à peine aussi haute que nous à cette époque. Ce fut mon père qui un jour nous montra ce monolithe. Découverte énorme. Tout de suite, je considérais cette pierre comme une amie. Un être animé des meilleures intentions à notre égard.
nous appelant, nous souriant, comme quelqu'un qu'on aurait connu autrefois, aimé, et qu'on retrouverait avec une surprise et une joie infinie. Tous les matins, en m'éveillant, je cherchais la pierre. De la maison, je la voyais dans ses moindres détails, ainsi que, tel un fil, le petit chemin qui y menait. Tout le reste était vague et inconsistant, de l'air qui ne s'accroche à rien. Mais j'étais au comble de la joie quand je pouvais m'accroupir dans la petite caverne du fond. J'y pouvais à peine tenir. Tous mes désirs étaient réalisés. Vous écoutez L'Art et la Matière, vous êtes sur France Culture évidemment, et comme j'ai fait en lançant le texte une confusion entre homme primitif et homme préhistorique, je vous propose d'écouter immédiatement un court texte sur la confusion entre homme primitif et homme préhistorique en Occident, un petit texte de Marilène Patoumatis. L'homme lointain et l'homme ancien se rejoignent au XIXe siècle. Leurs images en Occident se superposent et se dévalorisent l'une l'autre. Le sauvage devient primitif et l'homme préhistorique non civilisé. La vision linéaire et progressive de l'évolution de l'homme s'associe à une classification hiérarchique des races humaines, de la plus ancienne à la moins ancienne, de la moins civilisée à la plus civilisée. Encore aujourd'hui, la vision qu'a l'Occident de l'autre est celle d'un inférieur. Et puisque nous parlons de cette exposition Préhistoire, une énigme moderne, Emmanuel Guy, vous qui êtes préhistorien, on peut dire que les découvertes successives des préhistoriens ne donnent pas du tout aujourd'hui l'image de l'homme préhistorique comme un homme primitif. On a vraiment l'impression que c'est un homme qui a accès à la grande complexité. Est-ce que c'est votre sentiment ? Oh bah évidemment, je pense que là depuis pas mal d'années quand même maintenant. D'abord, alors on a toujours parfois des réactions qui sont un peu inattendues ou surprenantes parce que c'est vrai que les préjugés sont assez tenaces, mais bon globalement quand même, je pense que il est bien intégré maintenant le fait qu'on a affaire à des gens qui étaient absolument en tout point comme nous, qui vivaient dans des conditions certes différentes, mais qui étaient du point de vue des capacités physiologiques, biologique, etc., absolument identique à nous. Donc, ça n'exclut pas, ça n'empêche pas qu'il continue à y avoir des a priori, notamment sur les questions, par exemple, d'organisation sociale. Mais globalement, on voit quand même on va vers un plus de complexification, au fur et à mesure d'ailleurs que les découvertes viennent nourrir le savoir des préhistoriens. Alors il y a une étape de l'art qui est esquissée, mais sur laquelle vous avez travaillé antérieurement dans d'autres expositions, Cécile Debray, c'est l'art américain. Et l'art américain, à un moment donné, il y a ce grand cri de Barnett Newman qui souhaite que on se mette à travailler comme le premier homme et qu'on recommence à zéro. Et d'où vient cette admiration de ce grand peintre américain des années 40-50 pour l'art des premiers hommes? C'est un chapitre qu'on n'évoque pas beaucoup dans l'exposition actuelle. C'est un des manques, vous l'avez souligné. Non, mais parce que je souhaitais... Vous l'avez traité ailleurs. Oui, je souhaitais mettre notamment une œuvre de Motherwell qui aussi a fait toute une série après sa visite de la grotte de Lascaux, grands abstraits lyriques qui a américains. été très très marqué par cette visite. Les artistes américains sont très sensible à cette question, notamment c'est une terre de fossiles de dinosaures, donc il y a tous ces chasseurs de dinosaures qui sont présents. Et alors il faut évidemment replacer l'expressionnisme abstrait dans une interrogation sur les racines presque naturelles de l'art et sur le retour vers une gestualité qui serait presque une gestualité primordiale en peinture. Donc il y a l'idée de construire le modernisme américain à partir d'une
presque d'une tabula rasa brute sur la peinture qui apparaîtrait comme un art totalement autonome avec ses propres références. Et ça m'évoque le texte que vous avez écrit dans le catalogue, notre catalogue sur Préhistoire, où vous évoquez toutes les différentes interprétations artistiques et cette idée de l'art pour l'art qui a été sans doute une des grandes approches de l'art préhistorique. Donc ça peut être une façon de relier ces artistes américains. Je ne sais pas si c'est ce que vous attendiez comme réponse. Elles me vont toutes, puisque ce sont les vôtres. Emmanuel Guy, dont vous veniez d'être sollicité sur la question de votre texte, comme ça, dans le catalogue. Dans l'histoire de l'art américain dont on parle, qui n'est pas exactement le sujet de votre texte, mais néanmoins, c'est sur l'interprétation, finalement, ou en tout cas l'effet, l'impact. D'abord, quand on écoute Cécile, on se rend compte que les artistes sont allés dans les grottes. Est-ce que vous avez... André Breton, par exemple, est-il allé dans les grottes? Vous savez quelque chose là-dessus? Oui. Écoutez, il y a une anecdote qui court. Je sais pas, je ne voudrais pas diffamer André Breton, mais il y a une anecdote qui court, effectivement, qui était que, je crois, dans la grotte du Pêche-Merle, dans le Lot, il voulait s'assurer que les peintures rupestres, donc pariétales, soient authentiques, et qu'il avait mis le doigt sur les parois des grottes, ce qui est formellement interdit, bien entendu, et voyant que son doigt était coloré de pigments, il en avait déduit que la peinture était un faux. Voilà. Qui a été récente, oui. Voilà, absolument. Mais il est vrai que... Il faut se rendre compte c'est un climat humide, et donc les peintures sont toujours humides. Absolument. Alors donc... Absolument. Et donc voilà. Mais il est certain qu'il y a encore d'ailleurs beaucoup de visites d'artistes dans les grottes ornées. Alors c'est vrai que les peintures pariétales, parce qu'en fait il y a plusieurs types d'objets qui sont regardés par les artistes modernes. Donc on a parlé d'abord des Vénus paléolithiques. C'est vrai que les peintures pariétales, elles mettent en jeu des notions qui vont être fondatrices pour l'art moderne, comme la question de l'espace, donc un espace clos qui fait référence bien évidemment aux installations et qui fait aussi référence, ça a été très important pour Miro, à la question de la composition, puisque les préhistoriens se sont beaucoup interrogés sur l'agencement des différents motifs au sein de l'espace de la grotte, mais pour les artistes, l'apparent désordre de ces compositions qui n'avaient aucune symétrie, aucune logique, ou en tout cas apparente, va beaucoup contribuer aussi à cet expressionnisme abstrait du côté américain, mais également du côté des artistes européens comme Miro, sur ces grandes surfaces abstraites où le motif est totalement désordonné. Emmanuel ? Oui, vous insistez là sur un point qui me semble très important, et d'ailleurs qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, sur cette notion de naturalisme, au contraire de quelque chose de plus ouvertement symbolique. Et c'est vrai qu'il y a une forme de contradiction propre à l'art paléolithique, qui est à la fois le désir d'objectivité poussé parfois très très loin, et en même temps une absence totale de narration. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui contribue à rendre la chose et très énigmatique, très mystérieuse. C'est ce contraste entre, d'un côté, quelque chose qui raconte, évidemment, dans la représentation de l'animal, en particulier, parce que ce naturalisme touche essentiellement les animaux, et, à contrario, une absence totale de narration. Oui. Et ça convient très très bien aux artistes modernes. Absolument. Qui vont se construire contre l'académisme, contre une certaine forme de... Jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y a pourtant probablement quelque chose qui est de l'ordre de la narration, quoique le mot est peut-être excessif, mais en tout cas... Non, Emmanuel, non, réagissez. Pas du tout. Je suis persuadé qu'elle raconte quelque chose. Ne nous méprenons pas, mais que effectivement dans leurs agencements, dans leur disposition, dans leur organisation, voilà, exactement. Il y a pas de, si vous voulez, il y a pas de linéarité explicite d'action. Il y a quelques cas, mais qui sont très très minoritaires. Et depuis les premières découvertes, les commentateurs ont tout de suite reconnu cet aspect de non narration, c'est-à-dire d'animaux de tailles différentes, parfois avec des échelles qui sont pas
du tout respectées selon les espèces, qui s'entrecroisent, qui s'interpénètrent, mais sans qu'on y décèle vraiment d'interaction. Alors qu'ils avaient une science absolument Exactement. infinie de la mise en perspective, voilà, absolument, et bien sûr avec une virtuosité étonnante là-dessus. Néanmoins, il y a une façon de découvrir. Alors évidemment, il y a aux enfants, Miro sont allés dans des grottes préhistoriques. Il y a d'autres noms que vous pouvez citer d'ailleurs. Georges Bataille, bien entendu. Giacometti. On a une photo très célèbre où on le voit dans les grottes. Je parlais de Motherwell qui était avec Frankenthaler. Donc là, il y a eu un désir du monde entier d'aller voir l'origine de leur activité. Dans les années 50, quasiment tous les artistes souhaitaient visiter la grotte de Lascaux. Alors c'est moins facile aujourd'hui, mais bon. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'ils ont vu, les autres, ceux qui n'ont pas eu cette chance, ont vu les énormes relevés, parce qu'on ne se rend pas compte que les très grands préhistoriens de l'époque, soit Breuil ou évidemment Frobenius, faisaient des relevés immenses, et dans l'exposition, il y a des relevés qui font presque 10 mètres de long, et qui sont des peintures. Magnifiques, oui. Magnifiques, et qui sont parfois un peu réinterprétées, mais qui sont des calques. Enfin, Comment est-ce qu'on fait un relevé, Emmanuel ? Alors, pas de cette manière, enfin, pas tout à fait de cette manière-là aujourd'hui, parce que là, à l'époque, on apposait directement le calque. Alors là, autant vous dire qu'aujourd'hui, là, c'est extrêmement mal perçu. Mais autrefois autrefois, on apposait directement le calque. On a des représentations, des photos où on voit Breuil en train de travailler, qui pose un calque, comme ça, directement au contact des peintures. Dans le cas de Frobenius, on en parlait quand on a fait la visite ensemble. Je crois me souvenir qu'il avait transmis la réalisation des relevés à des étudiants des Beaux-Arts. Absolument. Oui, c'est intéressant. Absolument. En fait, les préhistoriens sont aussi des artistes, comme souvent les archéologues sont des dessinateurs. On voit bien dans les relevés de Breuil de Font-de-Gaume, par exemple, à quel point c'est une création personnelle. C'est extraordinaire. Et moi, ce que je trouve passionnant, ils sont signés d'ailleurs. C'est évidemment la marge interprétative, parce que un archéologue, un historien, on le sait tous, évidemment qu'on est dans une projection et qu'il y a cette part de projection qui est finalement une démarche pas très éloignée de celle d'un artiste. Au Combarel, il y a encore un trait de crayon de Breuil qui a dû déborder de son relevé et qui apparaît encore. C'est extraordinaire. Parce que quand on voit les photographies de Malraux, par exemple, avec Breuil, etc., ça fume à l'intérieur des grottes. Enfin, il y a une liberté qui est savoureuse, si j'ose dire. Voilà, belle époque. Mais je parlais de cela avec le préhistorien que j'admire tellement, Jean-Michel Geneste. Les préhistoriens de cette génération allaient à l'intérieur des grottes, crawlaient d'une certaine façon, rampaient dans les grottes et avaient au fond un ressenti et probablement une compréhension de ce que c'est que de travailler à l'intérieur de celle-ci, extraordinaire, beaucoup moins mental et beaucoup plus charnel au fond que les préhistoriens d'aujourd'hui. Autrement dit, vous êtes un misérable intellectuel, Emmanuel Guy. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Je pense qu'on peut dire ça. Écoutons ce que Picasso dit de la préhistoire. Il me semble étrange qu'on soit venu à faire des statues en marbre. Je comprends qu'on puisse voir quelque chose dans une racine d'arbre, une lézarde de mur, dans une pierre corrodée, un galet. Mais le marbre, il se détache en bloc, ne propose aucune image, il n'inspire pas. Comment Michel-Ange pouvait-il voir son David dans un bloc de marbre? Si l'homme est venu à faire des images, c'est qu'il les découvrait autour de lui presque formées, déjà à la portée de sa main. Il les voyait dans un os, dans la bosselure d'une caverne, dans un morceau de bois. Une forme lui suggérait la femme, l'autre un bison, une autre encore la tête d'un monstre. Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière et nous parlons préhistoire, nous parlons de la naissance de l'art moderne accompagnée par la découverte de l'art préhistorique, comme s'il y avait une compétition. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'exagère? Sans doute, Cécile Debray, vous qui êtes l'une des commissaires de cette exposition, comme s'il y avait une compétition entre le musée du Trocadéro et le musée de Saint-Germain-en-Laye, entre le musée de la préhistoire et le musée ethnographique de l'époque.
Une compétition à quelle... Dans le regard des artistes, est-ce que les artistes se disent j'ai des nouvelles formes et des solutions plastiques nouvelles au Trocadéro, j'ai des nouvelles formes et des solutions plastiques nouvelles à Saint-Germain-en-Laye. Est-ce que le fait que vous ayez fait cette exposition veut dire que vous mettez cela un petit peu au même niveau? Alors... d'inspiration, c'est pas quantitatif. Oui, non, on peut dire qu'il y a eu effectivement une fascination égale à un certain moment. Parce que dans l'exposition, on voit Bonnard, on voit sûr. aux enfants, Paul Klee, c'est Michaud, c'est immense. Ceux qui y vont directement. Sauf que ces artistes que vous citez c'est pas les moindres, ont assez peu regardé l'art africain. C'est assez étonnant Picasso. sauf Picasso évidemment qui lui a tout regardé. Oui, mais non, évidemment que la préhistoire a été une forme d'objet primitif qui a été regardé de ce point de vue-là. Par exemple, je pense à l'exposition de 48 au Centre d'art contemporain de Londres, qui a été fait par Herbert Rose, donc les cercles surréalistes, où étaient mêlées à la fois des œuvres d'art moderne, mais également des œuvres africaines et des œuvres préhistoriques. Donc cette indécision est restée pendant très longtemps. Elle a été. Mais encore une fois, quand on entend par exemple Giacometti parler de cette fascination qu'il avait pour ce mégalithe, l'extrait que vous avez passé auparavant, Giacometti dit très bien que ce qui le fascine, c'est que cet objet lui semble d'une très grande proximité parce qu'il se sent dans une forme de comment dire, inscrit dans une linéarité ou dans une lignée avec cette histoire. Et je pense pas qu'on trouve le même type de citation par rapport à l'exotisme que représenterait l'art africain. C'est vrai, c'est l'art plutôt une tahitien. altérité qu'une familiarité. Voilà. Et là, et je pense que vraiment... ça, je pense que c'est un point très important. Parce voilà, que absolument. C'est une différence fondamentale. Pour Picasso, non, parce que pour Picasso, les deux sont des arts magiques, probablement. Oui. Mais pour les artistes comme Derain qui vont prendre en Afrique simplement... Et c'est pour ça que quand dans l'exposition, il y a un tournant avec le passage au néolithique, qui nous semblait important de marquer et qui va marquer beaucoup, en fait, de manière politique aussi, des artistes, une certaine forme de nationalisme, puisqu'en fait, le néolithique, c'est la sédentarité. Ce sont des paysages de mégalithes qui sont inscrits dans un territoire. Et quand les artistes anglais comme Henry Moore ou Barbara Epworth regardent ces monuments mégalithes, ils élaborent, comme Sutherland également, ils élaborent une sorte de para-discours nationaliste sur la celtitude. Oui, exactement, exactement. Donc il y a là, on peut pas du tout être sur le même plan que les arts africains ou un exotisme quelconque. C'est l'inverse. Alors, il y a cela, mais il y a quand même... on ne se rend pas compte que les mégalithes, que ce soit ceux de Karnak ou ceux d'Angleterre, étaient pas très bien compris. On ne savait pas ce que c'était que ces amas de pierre. Je vous propose d'écouter un petit texte de Jacques Cambry. On est en 1805. Il regarde les monuments celtiques. Sur la gauche, dans le lointain, nous vîmes à l'horizon des masses de pierre dont nous nous éloignâmes, les prenant pour des pans de murailles ou pour des forteresses démolies. Nous atteignîmes enfin une des extrémités du monument à l'ouest. Je n'essaierai pas de vous peindre ma surprise à la vue de ces masses imposantes se prolongeant vers l'horizon, au milieu du désert qui les environne, de ce monument si sévère, si majestueux, si prodigieux par son étendue, par les efforts qu'il fallut faire pour l'élever. Il est là, seul avec le sable qui le porte et la voûte du ciel qui l'enveloppe. Pas une inscription ne l'explique, pas une analogie ne porte à le connaître. Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière. Emmanuel Guy, vous venez d'entendre ce commentaire sur les mégalithes. Alors bien entendu, ça fait allusion à la troisième partie de l'exposition, qui est celle du néolithique. Alors le néolithique, c'est en un mot, en trois mots.
Alors, en 3 mots, le néolithique. On n'a pas parlé des termes qui sont des termes issus des classifications des débuts de la préhistoire, hein, du 19e, paléolithique, c'est-à-dire taille de la pierre ancienne, opposé au néolithique, taille de la pierre nouvelle, en l'occurrence la pierre polie. Alors, le néolithique, c'est ce moment très très important de rupture. D'abord rupture environnementale, puisqu'on sort de la glaciation, et ce moment de transformation du milieu s'accompagne d'une transformation économique considérable aussi dans les modes de vie, dans les modes de subsistance, puisque les groupes de chasseurs-cueilleurs se mettent à devenir producteurs, en quelque sorte. Ils passent du statut de prédateur à producteur à travers donc l'invention de la domestication des espèces végétales et animales. Et donc le néolithique, effectivement, comme le disait très justement Cécile, est caractérisé évidemment par un enracinement sur le territoire, hein, une appropriation du sol, dont il est peut-être d'ailleurs pas tout à fait dit que ces réflexes-là ou que ces habitudes-là n'existaient pas déjà plus tôt en Europe. Enfin bon, là, ça nous embarque sur une autre histoire. Vos prochains travaux, on peut que vous travaillez beaucoup sur le climat des époques préhistoriques et pour en mesurer les conséquences sur justement le temps de travail, l'organisation sociale, absolument. Qui sont des enjeux de compréhension extraordinaires. Mais puisque l'on parle du néolithique, Cécile Debray, dans cette partie, ou à l'introduction de cette partie sur le néolithique, il y a un film très beau de Smithson. Smithson, lui aussi, a fait cette immense jetée, cette Spiral Jetty. C'est un film qui est assez intéressant parce qu'il est précédé d'un passage au musée. Vous pouvez nous raconter ? Oui, Robert Smithson, donc c'est un artiste qui est absolument passionné de préhistoire. Et donc, dans le film, on a effectivement une vision presque fantastique, tournée un peu presque en infrarouge, où on est dans le musée, où l'on voit des silhouettes de dinosaures ou de reconstitution de dinosaures, et qui permet je pense pour Smithson, de relier à la fois une projection presque de science-fiction en fait sur la préhistoire, puisqu'il est fortement marqué par plusieurs ouvrages de Ballard, et son projet, donc son projet de monument, d'un monument à un monument presque mégalithique, mais qui sera enfoui, voilà, et cosmique, vous avez tout à fait raison. Et donc il fait ce lien entre une projection dans le passé et dans le futur qui est celle de la science-fiction, qui a été totalement parallèle à la construction de la discipline de la préhistoire, et ça c'est quand même un détail qu'il faut souligner, et les artistes seront très sensibles à ça, et il va donc inscrire son travail très très noble et très sérieux de land art que l'on célèbre dans tous les musées d'art contemporain et que l'on montre. Il y a cet arrière-plan de science-fiction qui est très intéressant dans cette œuvre. Moi, je trouve que c'est une œuvre qui est très frappante parce que d'abord, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle réapparaît. C'est une œuvre qui devait être enfouie, le lac devait reprendre le dessus, et puis elle est en train de ressurgir comme un monument d'autrefois. Oui. Comme un mandala, parce que c'est dans ce roman de science-fiction de Ballard où depuis l'espace, on peut retrouver des formes. C'est un peu comme l'archéologie aérienne, de photos aériennes, où on retrouve les formes de monuments enfouis et perdu depuis cette vue spatiale. Emmanuel Guy. Il me semble aussi d'ailleurs que c'est un des grands mérites de l'exposition. On a à la fois des relations à l'art pariétal, et puis on a aussi beaucoup de travaux autour de l'idée même de préhistoire, indépendamment des productions artistiques. Et c'est vrai qu'en particulier je sais pas si on peut appeler ça le naturalisme de Smithson ou des artistes du land art en général, mais c'est vrai que là on atteint, je trouve, des niveaux au fond de relations qui sont pas forcément évidents, mais qui sont en fait très intéressants. Enfin, je veux dire la manière dont effectivement alors qui renvoie aussi bien d'ailleurs au passé qu'à l'avenir, ce que vous évoquiez à propos de la science-fiction, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression que c'est ce qui nous attend. Enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment moi, c'est ce qui m'a frappé. Alors, je suis absolument pas préhistorienne et donc j'ai ce regard un peu naïf sur la préhistoire. Ce qui m'a frappé, c'est que
On voit bien que les outils de l'archéologie, les outils des préhistoriens dès le début de cette discipline consistent d'abord dans un travail de reconstitution. Et donc, on est dans un travail de projection imaginaire sur un passé totalement énigmatique, de la même façon que on va ressentir la disparition de l'espèce des dinosaures, par exemple, comme finalement l'équivalent de notre possible disparition. Et donc, cette projection futuriste, elle est totalement dialectique avec la préhistoire. Bien sûr. Et ça, je trouve ça passionnant. C'est vraiment, j'aime beaucoup cette sorte de réversibilité entre le très ancien et le futur. Et la plupart des artistes contemporains, en fait, sont très très sensibles à cet aspect-là. En fait, c'est comme si on allait revivre cette grande crise comme ça d'un passage très difficile, je pense. Mais moi, dans ce que vous dites sur Smithson, de ce que vous avez rappelé, Emmanuel, sur la façon dont tout cela se construit, ce que je trouve très émouvant dans l'exposition, c'est le point le plus réussi, c'est la fraternité entre ces artistes d'aujourd'hui et ceux d'hier. Il n'y a aucun doute que ce sont des artistes qui dialoguent et qui pourraient tout à fait, à quelque chose près, être contemporains les uns des autres. En tout cas, ils se parlent, c'est une évidence. Mais il y a un point sur lequel je voulais vous interroger, et je me suis étonné que vous ne le poussiez pas un peu plus, c'était celui de l'abstraction. Parce que tout d'un coup surgissent, il y a 10 000 ans, dans ce petit moment qu'on appelle l'Asilien, 3 galets abstraits que vous avez montrés, il y en a des milliers. Oui, c'est vrai. Et je me suis dit, ça va continuer, on va voir Toroni, on va voir d'autres artistes, je ne sais pas qui vous voudrez. Et vous n'avez pas eu envie de... Oui, non, ça c'est ce que vous avez développé je pense beaucoup aussi dans votre exposition à Metz, hein, qui était magistrale, hein, sur les formes simples. Vous avez raison, c'est un aspect qu'on aurait pu pousser. Il vous fallait juste 1000 mètres carrés de plus, c'est rien. Je pense, voilà, il y a, je vous ai dit mon regret par rapport aux grands artistes américains qui ont travaillé aussi sur la surface, hein, qui est quelque chose de très nouveau pour ces artistes-là. Mais vous avez raison, la géométrie, alors on le voit un petit peu, mais c'est peut-être plus du côté de la gestualité avec Fontana. En effet. Mais effectivement, on aurait pu c'est Fontana, c'est les matières, en même temps que Dubuffet, c'est un très joli voilà, chapitre d'ailleurs. Hein. C'est une sorte de gestualité primaire, mais extrêmement sophistiquée. Quoi, et très, très sexualisée aussi, hein, donc oui. C'est pour ça que ça annonce l'arrivée des Vénus d'une façon évidente. Cupule, enfin, il y a beaucoup de liens. Mais qu'est-ce que c'est qu'une pierre à cupule, Emmanuel Guy ? C'est une pierre sur laquelle vous avez des cupules. C'est quoi une cupule ? Vous savez, c'est ces petites dépressions qui ont été fabriquées avec un... C'est des enlèvements, en fait ? Oui, absolument. Ouais. Je suis pas un spécialiste de la cupule, mais je crois que c'est ça. C'est ça, je pense, oui. Et donc ces pierres à cupule, c'est des pierres souvent ornées et accompagnées de cupules. C'est souvent au voisinage, en tout cas, d'ornements. Alors effectivement, je pense qu'on a. Alors je ne sais plus très bien si les exemples qui sont présentés. Oui, dans mon souvenir, sont surtout des blocs aurignaciens ce qui était interprété aussi au début comme justement à l'époque, il y a encore assez peu de temps, hein, comme étant les débuts de l'art. C'est-à-dire qu'on imaginait que ça avait commencé par un stade vraiment très très primaire, alors d'abstraction, mais d'abstraction qui était en fait une forme de maladresse ou d'incapacité, et puis que les choses avaient évolué de manière très graduelle et continue. Ça, c'était un schéma d'évolution qui existait à l'époque de Breuil, mais qui avait été tout à fait repris et prolongé quelques années après par André Leroi-Gourhan. Et c'est vrai que ce schéma... assez finaliste s'est trouvé en contradiction avec des données, l'accumulation de données qu'on a depuis, c'est-à-dire de nouvelles découvertes depuis une trentaine d'années, et en particulier par la découverte de la grotte Chauvet qui a montré que, bien au contraire, dès l'apparition de l'art figuratif, on avait affaire à des choses déjà extrêmement élaborées. Alors là, c'est quand même cela, dans les stupeurs, il y a cette contemporanéité de tous les artistes, mais la stupeur et l'intérêt pour l'art préhistorique vient probablement de ce sentiment d'être à un moment de passage de notre civilisation. Mais c'est fou, il y a un intérêt très profond, non seulement votre exposition, des livres presque plusieurs par an importants qui en font le point, et une redécouverte de l'immensité de leur savoir
et aussi de ce temps, parce que l'exposition commence par l'idée du temps, se termine à nouveau par l'idée du temps avec un très très belle installation de Giuseppe Pennone et à la fin qui répond évidemment à ce premier petit Paul Klee que vous avez mis dans l'exposition sur le temps. Et à Cézanne finalement. Et à la géologie, la stratigraphie cézannienne, c'est absolument juste. Mais ce qui est fascinant, c'est justement que le temps change, c'est-à-dire que vous parliez de la question du progrès que le roi Gourand évoque, néanmoins, il faut dire que la grotte Chauvet, qui est découverte donc maintenant il y a 35 ans, prouve qu'il n'y a pas de progrès. Non. Il y a pas de... C'est que la grotte Chauvet, c'est encore au-dessus en virtuosité. Alors moi, je pensais justement à ça quand on parlait tout à l'heure du naturalisme. Je me suis dit, tiens, si Picasso ou Giacometti avaient vu la grotte Chauvet, qu'est-ce qu'ils en auraient fait? Parce que ce qui est fascinant dans la grotte Chauvet, c'est que là, on peut vraiment parler d'une virtuosité naturaliste extraordinaire. Il faut que nos auditeurs comprennent que Lascaux, découvert en 1940, considéré comme la Sixtine, c'était à 24 000 ans, grosso modo, et la grotte Chauvet, découverte en 90, à 35 000 ans, et est encore plus magnifique du point de vue de l'exécution, peut-être pas du point de vue symbolique, mais du point de vue de l'exécution. C'est-à-dire que Lascaux est beaucoup plus stylisé. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plus de distance. Hein. Il y a quelque chose de plus transposé à Lascaux par rapport. On reste quand même dans quelque chose qui est très très descriptif, mais qui reste quand même assez stylisé. Vous avez tout à fait raison par rapport à des choses. Figé, quoi, que les dessins de. Oui, absolument. Et là, il y a une esquisse du mouvement. Il y a quelque chose de. C'est-à-dire qu'il y a du mouvement à Lascaux. Enfin, là, on va rentrer vraiment dans du pointillisme. Mais non, il y a du mouvement à Lascaux, mais qui est très segmenté, en fait, qui est vraiment fractionné, alors que on voit qu'il y a un traitement du mouvement et d'une manière générale de la tridimensionnalité à Chauvet qui est tout à fait mais c'est spectaculaire. comme si on faisait la comparaison entre le style archaïque dans la Grèce antique et le style hellénistique. Enfin, on est vraiment dans c'est un petit peu moins écarté, je trouve. Oui, peut-être, ouais. Enfin, ou alors le style classique. Entre le classique et l'hellénistique, par exemple. Hein, oui. Par exemple. Mais c'est très stupéfiant quand même de se rendre compte que pendant 15 000 ans, puisque c'est ça l'écart entre les deux quasiment, pendant 15 000 ans, le vocabulaire essentiel est resté, quoi. Oui, alors effectivement, je reprends juste. C'est un tout petit peu moins fort, je pense. Mais ce qui précède Lascaux directement, depuis 3 à 4 000 ans avant, et dont on voit très très bien la manière dont les choses ont évolué vers un plus de description. Ce qui précède, par contre, ressemble plus à ce que vous décrivez. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a des formes, des figures beaucoup plus figées, très peu de mouvements, il y a des éléments qui sont totalement absents. C'est-à-dire ce qui est contemporain des Vénus gravétiennes que vous montrez magnifiquement dans l'expo. J'insiste encore une fois sur le choc que peut représenter de voir aujourd'hui encore la Vénus de Lespugue. C'est vraiment tout à fait bouleversant, absolument. Et donc effectivement, voilà, il y a une réalité aujourd'hui qu'on connaît qui est celle que ce goût pour l'imitation commence vraiment dès les origines de la figure en Europe. Merci pour cette magnifique exposition, Cécile Debray. Merci aussi à vos co-commissaires, Rémi Labrusse et Maria Astravinaki. Merci Emmanuel Guy de poursuivre cette aventure. J'attends votre prochain livre.